Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan, qui, je vous l'annonce, est le dernier de l'année. Et oui, j'ai décidé de m'octroyer une petite semaine de congé. Enfin, pas vraiment, mais j'ai besoin effectivement de faire une petite pause pour mieux repartir pour l'année prochaine. Donc, il n'y aura pas de journal semaine 52. Voilà, c'est dit. Et maintenant, on va commencer ce journal sans plus attendre. Nous sommes en fin d'après-midi et Laura me ramène ceci. Vous reconnaissez peut-être la boîte. Voilà. Et cette petite boîte contient les 2 petites bûches de Noël de chez Land & Monkeys. Il paraît qu'il faut que je goûte. Très honnêtement, c'est vrai que la bûche de Noël, c'est vraiment pas une pâtisserie qui m'attire, qui a ma faveur. Et pourtant, j'en ai déjà mangé des excellentes. Mais je sais pas, c'est la forme, c'est la symbolique, c'est le truc, quoi. Voilà, moi, c'est pas mon truc. Mais je vais quand même leur faire honneur. Et surtout, vous dire ce que j'en pense. Alors, voyons à quoi ça ressemble. C'est pas mal, franchement. On dirait pas des bûches, on dirait de belles pâtisseries. En fait, le format bûchette reprend tous les goûts et les textures de la vraie grande bûche, qui, elle, a un design de bûche. Et quelque part, je trouve ça assez malin, parce que l'autre, de faire une miniature un peu maladroite, on a un gâteau, un entremets comme ça, qui tient la route visuellement, qui est appétissant, et ça va nous permettre de goûter, voir si ça nous convient, pour potentiellement acheter une vraie grande bûche à partager. Donc, il faut voir ça un petit peu comme un échantillon. Alors, la première, c'est le praliné noisette. Très belle tête. Et j'ai hâte de goûter ça. Je ne vais pas mordre dedans comme un sauvage. Je vais plutôt utiliser la fourchette à dessert, parfaitement adaptée à la situation. Let's go. Très belle texture en bouche. Il y a un bon jeu entre les différentes strates. Ce que j'apprécie, puisqu'on est sur un praliné, c'est qu'on ressent les petits éclats caramélisés sous la dent. La noisette est très présente dans l'ensemble du gâteau. Mais voilà, elle se mêle avec ce côté un peu ambré de sucre cuit. C'est très rond, très doux, bien équilibré. Ça me plaît. J'avoue, je retire le mot bûche, et je me dis ça, c'est une pâtisserie qui me fait plaisir, et pourtant, je ne suis pas fan de noisettes. Et on continue, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Celle-ci, c'est la bûche tout choco. Je pense que le programme est clair. Même punition, un petit coup de fourchette, et on voit ça. Ouais. Oh là là, ça s'annonce bien. Alors effectivement, si vous aimez le chocolat, vous n'allez pas être déçu ni volé, parce que le chocolat est intense. Alors on a différents types de saveurs de chocolat et même de textures, entre déjà ce glaçage un peu sirupeux, qui a un goût qui est plus sucré que cacaoté, mais qui va ramener vers le premier insert qui est plutôt chocolat au lait. Alors, je ne sais pas quel type de lait végétal ils utilisent, mais on est sur un chocolat assez doux, onctueux. Après, on a le biscuit qui est plus dark, plus intense. Et enfin, la dernière partie où on a cette texture plus dense qui me fait penser presque un peu à la truffe et qui est vraiment chocolat noir. Donc, l'un dans l'autre, on a un mélange qui fait que, voilà, c'est chocolat à mort. Et c'est très bon. Très bon. Et je vous avouerai franchement que j'ai du mal à trancher entre les deux, tellement elles ont leur identité, elles ont leur truc à elles en termes de goût et même de sensations en bouche. La version noisette est peut-être un peu plus légère, aérienne, et la version chocolat un peu plus massive, plus capiteuse. Donc, selon le repas, selon ce qu'on a en tête, il faut garder ça quelque part comme un argument.
Si vous avez un repas relativement riche, peut-être que la version praliné noisette sera plus indiquée. Si vous avez quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, plus léger dans votre repas, vous pouvez sans crainte aller vers le chocolat. Voilà, c'est mon petit conseil comme ça. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Chers amis, on se retrouve une fois de plus chez Sweet Romance. Et oui, bah oui, je sais, c'est pas la première fois. Et comptez sur moi, ce sera pas la dernière. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, c'est pour ça que je vous emmène aussi vite à nouveau dans cet établissement. C'est que je vous ai déjà un petit peu teasé, mais il y a un burger que j'ai signé qui arrive à la carte. Bah là maintenant, voilà, quand vous regardez cette vidéo, ça y est, c'est dispo depuis le 20 décembre. Pour une période, alors on verra selon son succès, mais a priori il devrait être là sur tout le mois de janvier. Donc j'espère que vous lui ferez honneur parce que je peux vous garantir, ça va être cochon et ça va être très bon. Bon, vous le savez, c'est un exercice auquel je me prête avec beaucoup de plaisir que de créer des recettes pour des restaurants, même si c'est des recettes éphémères. C'est le moment de m'exprimer et que vous puissiez en profiter sans avoir à refaire vous-même les recettes. Enfin bon, sinon, vous avez mes livres, c'est quand même pratique. Mais là, à chaque fois, j'essaie d'aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, on est parti sur une idée de faire un burger. Ok, certes, encore un burger, oui, d'accord. Oui, mais avec une touche française. Oui, messieurs, dames, là, on rentre dans ma cour. Donc, un peu de street food, un peu de gastronomie traditionnelle qu'on va refusionner. Et nous voici avec le hambourgeois. Oui. Alors, ce burger, avant de vous le montrer, je vais vous en parler, parce qu'il est en train de cuire, hein, on est en direct. C'est un burger. Alors, le steak, c'est du Redefine Meat. Vous savez, cette fameuse start-up de food tech qui fait de l'impression de viande végétale en 3D. Eh bien, ils font aussi du haché qu'on peut façonner à notre manière. Donc l'idée, c'était de partir sur cette base de viande végétale et de l'assaisonner de manière traditionnelle, à savoir poivre noir, ciboulette, échalotes fraîches, hachées et cuit sur la plancha. Tout simplement. Ok, ça passe. Une petite duxelle de champignons de Paris en lit sur notre burger. On couvre ça avec une tranche de cheddar végétal, un petit confit d'oignon au vin rouge. Je vous vois déjà saliver. Ce n'est pas fini parce qu'on a une petite roquette en salade pour donner un peu de verdeur et puis côté un petit peu frais dans notre burger. Et on finit avec une mayo végétale à la moutarde de Meaux. Tout ça dans un petit bun classique. Alors, on n'a pas été foufou, mais c'est quand même servi avec des pommes grenailles smashées à l'huile d'olive, fleur de sel, ciboulette. Oui, messieurs, dames. Et voilà, je suis servi et satisfait au visuel, parce que c'est ce que j'avais en tête. Alors bien sûr, il y a eu plein d'essais, hein, c'est pas la question. Mais il y a eu des petits ajustements, et là je vois enfin le résultat final, et oui, j'ai hâte. Alors comme à mon habitude, je ne vais pas commencer par le burger, mais par la garniture. Voilà, c'est un petit rituel. Hein. Donc, les pommes grenailles qui ont été smashées, la petite sauce version un peu aioli. Ah, la pomme grenaille, elle est fondante, légèrement croustillante à l'extérieur, bien grasse mais pas graisseuse, la petite pointe de sel, la ciboulette, c'est très bon. Moi, et puis la mayo, là j'ai rien fait, c'est la mayo classique du restaurant, mais elle est tellement bonne que je ne voyais pas pourquoi j'y retoucherais. Bon, comme toujours pour les burgers, il y a deux écoles. Ceux qui mangent avec les mains, comme il se doit, et ceux qui mangent avec des couverts. Alors, sachant qu'on n'est pas non plus sur un burger en tour impossible à prendre en main, parce que vous voyez, hein, la preuve en est, je pense que je vais le manger à la main. C'est un test, c'est un crash test, c'est avec vous, on va voir. Est-ce que j'en mets partout? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est décadent? On espère. Mais on va le savoir tout de suite. Allez, bon appétit. Je dis oui.
Je suis super content qu'on ait choisi d'utiliser du Redefine Meat comme base pour la protéine. Parce que bah, déjà, c'est une occasion assez exceptionnelle de pouvoir en goûter, parce que ça reste un produit rare en France. Et il y a vraiment un goût, une longueur et une texture assez carnée, il faut bien le reconnaître. Il y a un beau taux de protéines, c'est ce qu'on veut. Mais il y a, voilà, il y a cette mâche avec ce petit rebond sous la dent, cette saveur qui se diffuse. C'est un peu juicy, c'est beau. C'est un beau produit, c'est un très très beau produit. J'espère qu'ils vont avoir du succès aussi et qu'ils vont réussir à se développer, parce que c'est une entreprise qui est très prometteuse. En tout cas, sur l'ensemble de la recette, on a absolument tout ce que j'avais en tête. On a ce champignon qui est le snacké, malgré le fait qu'il soit haché en tout petits morceaux. Donc vous n'allez pas avoir des morceaux de champignons partout en bouche, mais plein de petits morceaux qui arrivent. Ensuite, le confit d'oignon donne de la sucrosité, mais comme il est au vin rouge, on a un peu les tanins, et puis c'est cette typicité de goût que je recherchais. Le cheddar, il donne juste du gras, de la gourmandise, il n'a pas beaucoup de parfum, soyons honnêtes, il n'est pas là pour ça. La roquette, elle joue son rôle, et enfin la sauce, la mayo. Si vous aimez déjà et que vous connaissez déjà la mayo faite maison par Sweet Romance, vous connaissez la texture, bien là, en rajoutant de la moutarde de Meaux à l'intérieur, c'est tout un autre univers. Je suis satisfait. Ouh les amis, bon, c'est copieux. En même temps, vous me connaissez, j'aime pas les plats mesquins, donc j'allais pas dire oui on fait un petit truc un peu léger. Non, non, on a un vrai bon repas. Juste ce qu'il faut pour avoir la place pour un petit dessert derrière. Hein, tout va bien, mais je pense que vous arriverez à satiété et que vous serez très heureux d'avoir mangé ce burger. Croyez-moi. Bon, en même temps, j'espère. Donc voilà les amis, tout est dit. Vous savez où trouver ce burger en édition limitée, le hambourgeois chez Sweet Romance. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi, pour soutenir ce genre d'initiative de collaboration, de partager sur les réseaux sociaux votre expérience. Ben, ça compte. Puis ça fait chaud au cœur. Et puis voilà. Bon. Par contre, j'ai plus faim. Je vais pas prendre un dessert. Pas cette fois. Alors, si vous êtes sur Instagram, il est fort probable que vous n'ayez pas pu passer à côté de l'annonce du nouveau réseau social connecté à Instagram, à savoir Threads. Alors, c'est très clairement un réseau qui clone du Twitter, ou X, puisqu'ils ont changé de nom, mais à la sauce méta. Et comme toujours, un nouveau réseau social, ça reste une sorte d'événement sur Internet, parce que ça offre de nouvelles possibilités, potentiellement, espérons-le, et peut-être qu'on va réussir à avoir un réseau qui nous correspond enfin, ou pas. Seul l'avenir nous le dira. Mais on sait que chaque réseau social a une évolution et que c'est rarement pour le mieux. Personnellement, je me souviens de Facebook, qui était quelque chose que j'adorais. J'y ai passé je ne sais pas combien d'heures quotidiennement, mais de manière conviviale, avec des gens à discuter. Et c'était hyper cool. Je sais qu'au moment où ça a commencé à être de plus en plus pourri, et maintenant, bah, Facebook, je n'ai même plus de compte, je l'ai supprimé. Tellement j'ai trouvé ça nul, l'évolution de ce réseau qui, à la base, était très agréable et vraiment au sens du partage. On l'a perdu. Twitter, c'est pareil. J'ai regardé ça de loin. Je n'ai pas été parmi les gens qui se sont jetés sur ce réseau social au début. J'ai mis beaucoup de temps parce que je ne comprenais pas les codes. C'était assez hermétique. Et puis, surtout, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer en plus de 120 caractères, je crois, de mémoire. Je trouvais ça assez contraignant. Je me suis bien amusé sur Twitter, finalement, parce qu'on était une bande de personnes qui se répondaient, il y avait de l'interaction, on se lançait des petits défis. Enfin, c'était convivial, et au-delà de ça, je trouvais aussi de l'information. Et puis, pareil, Twitter est devenu le terrain de jeu de toutes les idées politiques possibles et imaginables. C'est devenu totalement indigeste, et quand on n'est pas là pour ça, eh bah, ça devient très problématique et pesant quand on ouvre l'application de voir
les gens qui s'écharpent, s'insultent ou argumentent sur leurs idées alors que potentiellement on s'en fout, et même si on s'en fout pas, on n'est peut-être pas là pour ça. Donc, pareil, Twitter, j'ai lâché l'affaire en douceur. Ceux qui me suivaient sur Twitter s'en souviennent peut-être encore, hein, pendant un moment, je ne mettais sur Twitter que l'annonce de la publication de la vidéo sur ma chaîne YouTube pour envoyer les gens vers du vrai contenu et pas juste avoir une page vide morte. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça servait vraiment à rien, donc j'ai fermé mon compte Twitter aussi. Et oui, bon, je vous passerai l'échec retentissant de Google+, même s'il y avait de très bonnes idées dans ce réseau social, ça n'a pas pris, et il y a de bonnes raisons pour ça, je vais pas revenir dessus, c'est vraiment un échec total. Mais j'y étais aussi, comme j'ai été sur MySpace aussi. Bref, je suis quelqu'un qui généralement est très très curieux de la nouveauté, et qui aime explorer les subtilités avant de potentiellement m'y jeter à corps perdu, ou au contraire, dire ouais, non, je laisse tomber. Instagram, j'y suis depuis très très longtemps, presque depuis le début finalement. Je me souviens qu'Instagram, ça a été une révélation parce que c'était un réseau social sans en être un, où on pouvait partager des photos de manière très spontanée, sans plus de manières, et c'était ça, Instagram. On publie des moments instantanés, sans trop le travailler. Et pareil, la magie d'Instagram a disparu au profit de quelque chose de plus qualitatif dans l'image, mais aussi plus marketing, avec, pareil que Twitter, beaucoup plus de contenu politisé. Donc la bonne ambiance a commencé à se pourrir. Et puis après, voilà, Meta est passé par là, ils ont racheté Instagram. Et ça a été la foire à la publicité en plus des autres problèmes. Et ils ont commencé à intégrer de nouvelles fonctionnalités qui certes sont très populaires, mais qui ont dénaturé l'esprit même d'Instagram. Donc c'est vrai qu'Instagram, je trouve que ça va sur une très 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 mauvaise pente. Et donc, on arrive maintenant à Threads, qui est une réponse à Twitter, mais normalement plus sain, plus cool, plus fun, avec de la modération pour éviter les dérapages, avec une interface peut-être un peu plus fluide. Bref, il y a de fortes promesses. Et on a eu un petit décalage au niveau de l'Europe sur sa sortie, visiblement pour des questions de législation, de protection de la vie privée. Peut-être que c'est tant mieux. Dans le reste du monde, ça fait 2 mois que c'est sorti, et maintenant Threads est dispo pour nous depuis le 14 décembre. Autant vous dire que je me suis précipité le jour même pour tester l'application, ne serait-ce que par principe et par curiosité. Pour le moment, je trouve ça très sympa et agréable à utiliser. Je retrouve le côté fun et léger qui pouvait y avoir un moment sur Twitter et même sur Facebook aux premières heures. Le partage est facile, la communication est facile. Après, vous avez des outils intégrés qui vous permettent de masquer tout simplement les contenus qui ne vous plaisent pas. Donc c'est ce que je m'emploie à faire à chaque fois que je vois un contenu qui, justement, retourne vers les défauts que j'ai pu voir sur Twitter. Autant vous dire que immédiatement, je clique sur mettre en sourdine. Je ne vais pas bannir ou faire ce genre de choses des gens qui m'ont rien fait. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est juste que leur sujet ne m'intéresse pas. Et en fait, je fais ça parce que c'est hyper important de comprendre que les réseaux sociaux fonctionnent sur des algorithmes de recommandation. Donc, vous envoyez un signal à l'algorithme systématiquement que vous regardez un contenu ou que vous dites que vous n'êtes pas intéressé. Et à un bout d'un moment, il affine la proposition. Donc, si vous ne vous intéressez pas au sujet politique, comme moi, dès que quelqu'un parle de politique, pof, pof, je dis juste sourdine, comme ça, au bout d'un moment, il n'en propose plus. Et c'est déjà le cas. En quelques jours, on me parle plus d'influence, on me parle beaucoup plus de véganisme, de food, de voyage, mais au sens plutôt expérience. Bref, je commence à avoir des sujets qui m'intéressent beaucoup plus que le reste. Ça fonctionne du coup.
Bon, on va pas oublier quand même le revers de la médaille, car oui, c'est bien agréable de n'avoir que du contenu qui nous est recommandé, mais il y a quand même deux effets de bord à garder en tête. C'est que l'algorithme apprend de nous, donc ce qui veut dire que Meta en sait encore plus sur nous, et on les connaît pour revendre des données personnelles pour du ciblage publicitaire. Donc, ouais, voilà. Bah, ça, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup dérangé. Le deuxième effet qui se coule, c'est que ça va vous enfermer dans une bulle de réalité, à savoir être dans une sphère très confortable et pas une ouverture sur le monde. Donc, vous allez vous retrouver sur des biais de confirmation ou, exemple très concret qu'on connaît certainement tous, c'est à partir du moment où vous êtes vraiment à fond sur du contenu vegan, vous avez le sentiment que toutes les personnes avec qui vous interagissez sont véganes et que le monde est vegan alors que nous sommes très peu, très peu. Mais on se parle entre nous. Et on oublie que non, on est très loin d'être majoritaire. Donc, voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Il ne faut pas prendre les réseaux sociaux et pas plus ce nouveau comme une fenêtre sur le monde. Non. Par contre, c'est une belle fenêtre d'échange. Alors, passons au côté un peu pratique. Threads, pour s'y connecter, eh bien, il vous faut impérativement avoir un compte Instagram. C'est le premier filtre, c'est la condition sine qua non. Donc, je ne sais pas pourquoi ils font ça, parce que j'aurais tendance à dire, bon, voilà, si vous êtes sur Instagram, vous n'avez pas forcément envie d'aller sur un autre réseau social. Si vous êtes sur ce type de réseau social, peut-être que vous n'avez aucun intérêt à aller sur Instagram. Cela dit, ils sont faits pour marcher main dans la main. À savoir que quand vous créez votre compte sur Threads, la première chose qu'on vous demande, c'est est-ce que vous voulez récupérer vos informations d'Instagram, c'est-à-dire la bio, la miniature, tout. Très pratique pour éviter d'avoir tout retapé. Pareil, vous pouvez automatiquement lui demander de tout de suite suivre toutes les personnes que vous suivez déjà sur Instagram. Je ne vous recommande pas de faire ça, surtout si vous suivez beaucoup de monde, mais même si vous suivez peu, finalement, je pense qu'il est intéressant d'aller jeter un œil sur du contenu qui vous intéresse et de le choisir en toute intentionnalité. Suivez-moi. Bah oui, ce serait sympa tant qu'à faire. Donc une fois que vous avez choisi quelques personnes à suivre, vous allez avoir deux flux d'informations, un flux général qui semble être vraiment très régional de base, puisque à peu de choses près, moi, je n'ai eu que des Français, quelques Allemands, quelques Anglais, mais pas grand-chose à l'international finalement. Et puis, il y a l'autre flux qui vous permet de voir uniquement les gens que vous suivez, ce qui est peut-être le flux le plus intéressant finalement. Mais, comme toujours, ça dépend de vos habitudes et de pourquoi vous êtes sur ce type de réseau social. Une fois que vous avez compris qu'il y a deux flux séparés, eh bien, on va commencer à se concentrer sur qu'est-ce que vous allez publier. Alors, on est toujours sur cette idée de micro-blogging qui a été conçue par Twitter finalement. Donc, vous avez un certain nombre de caractères limités. Alors, on est quand même sur 500 caractères, donc il y a de quoi faire. Vous pouvez publier des petites vidéos en les important tout simplement. Vous pouvez publier de l'image, vous pouvez publier des liens extérieurs, vous pouvez publier même des gifs animés. J'aime bien ce genre de truc, ça me fait marrer. Bref, vous êtes assez libre du contenu que vous allez publier et partager avec les gens. Vous pouvez avoir votre compte en public ou en privé. Chose que je vous recommande si vous voulez rester tranquille. Être en privé, ce n'est pas un mal. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte à chacun. Moi, j'ai choisi dans un premier temps d'être en privé pendant 2 jours, histoire de mieux tâter les outils. Et après, je l'ai ouvert à tout le monde afin de partager, parce que c'est un peu mon boulot aussi. Mais c'est ce qui me motivait à aller sur ce réseau social. C'était plutôt sur le partage et de manière ouverte. Alors, il est quand même légitime de se poser la question, quelle est la différence entre Instagram et Threads? C'est que ça n'a rien à voir, même si c'est très lié, puisque Threads, c'est avant tout du texte avec des images potentielles ou pas, qui illustrent vos propos, alors que Instagram, c'est avant tout de l'image,
qu'elle soit fixe ou animée finalement, avec potentiellement un texte. C'est une logique totalement inversée. Du coup, c'est très complémentaire, et c'est ça que j'apprécie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver à avoir un contenu plus diversifié, où les gens sont là pour lire. Parce que c'est un petit peu le point faible d'Instagram. C'est que vous avez beau faire des textes explicatifs avec parfois une recette complète, avec des informations, des adresses, il apparaît que statistiquement, les gens qui utilisent Instagram ne savent pas se servir du tout d'Instagram et se contentent de regarder l'image et de poser une question sans dérouler ce qu'il y a en dessous, où tout est expliqué généralement, enfin quand c'est bien fait, et qu'il y a des liens cliquables pour ouvrir sur une application de plan le lieu si on parle d'un lieu, et il y a des liens pour envoyer vers l'extérieur. Bref, Insta c'est très chouette dans sa diversité de possibilités, mais je pense que l'attention est trop focalisée sur l'image au détriment de l'information. Et bien là, on va renverser la vapeur. Et ça, personnellement, j'apprécie. Alors oui, je suis plutôt enthousiaste. Ça m'amuse beaucoup. Je trouve ça très frais, en fait, de pouvoir faire de la publication sans la peaufiner, de manière très spontanée, sans prise de tête, dans effectivement quelque chose de plutôt bon enfant comme ambiance. Mais je vous avouerai que je ne me fais pas trop d'illusions, parce que un des points très positifs, c'est qu'à l'heure actuelle, Threads n'a aucune publicité. Quel bonheur! Quel bonheur! Mais ça veut dire que le modèle économique de Meta va s'appliquer à un moment ou à un autre. Dès qu'ils vont arriver à un certain quota d'utilisateurs, ils vont lâcher la bombe publicitaire. C'est une évidence. Il ne faudra même pas s'en offusquer, c'est tellement logique. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait, quelles que soient les applications qu'ils ont développées ou rachetées, ils rajoutent une couche de pub à un moment ou à un autre. Donc là, c'est leur produit maison, mais je suis sûr que c'est dans le plan à un moment ou à un autre de nous mettre de la pub. Donc, on en profite d'avoir un univers qui est propre. Pareil, il n'y a pas trop encore de gens qui essayent de vous vendre des choses. Bon, il y a du web entrepreneur qui essayent de vous vendre de la formation, mais vous pouvez les masquer, c'est sûr. À part ça, ça va. J'ai pas eu trop de profils qui m'ont posé problème à ce niveau-là. Ensuite, oui, l'ambiance est bon enfant et détendue, plutôt bienveillante. Ça doit dépendre des micro-communautés qui se créent. Je pense qu'il y a des endroits beaucoup plus tendus. Comme je vous l'ai dit, hein, au départ, moi quand j'ai ouvert mon compte, on m'a proposé différents comptes avec des tendances politiques. On voyait bien que les gens s'écharpaient les uns avec les autres. Hein, c'était pas du tout dans le dialogue apaisé, du débat serein. Donc, hein, masqué, ça, on n'en parle plus. Mais je pense que les gens toxiques vont débarquer sur Threads parce que c'est méta. Et que Meta, c'est populaire et que les gens vont venir en masse. Donc pour l'instant, il y a un peu le sentiment d'être dans l'entre-soi bienveillant. Je pense que ça ne durera pas. Sauf si les gens bienveillants ne rentrent pas dans le jeu des gens toxiques et utilisent des outils pour masquer, signaler, et etc., etc. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour se protéger. Et surtout, ne pas réagir avec les gens qui vous provoquent. Ça, c'est une des règles importantes qui étaient déjà un petit peu en place à l'époque de Twitter. Si on voulait se protéger, il fallait surtout éviter d'interagir et de réagir à la provocation ou d'alimenter les trolls. Voilà. Bah là, je pense que ça va être pareil. C'est pas encore le cas, ça va, mais ça va venir. Donc ne tombez pas dans le piège de la provocation facile et de la réponse un peu à chaud. Parce que c'est ce qui fait que Twitter est tombé là où il en est. Conclusion, est-ce que je vous invite à aller sur Threads? Eh bien, pas forcément. Pas forcément. Disons que, très objectivement, ça vaut le coup d'aller jeter un œil si vous avez déjà un compte Instagram. Parce que voilà, il n'y a pas d'effort pour s'inscrire. Vous allez pouvoir voir si ça vous correspond. Donnez-lui sa chance une semaine. Si au bout d'une semaine, vous dites « c'est nul, ça ne m'intéresse pas », vous supprimez l'application et n'en parle plus. Si vous êtes des nostalgiques du bon vieux temps de Twitter, où c'était encore plutôt agréable, vous allez retrouver à peu près les mêmes traceurs.
Et dans ce cas-là, venez vous amuser avec nous. Ok. Si, au contraire, vous n'avez pas trop d'attache sur ce type de communication, je ne suis pas sûr que Threads vous donne quelque chose de plus. C'est pas révolutionnaire du tout. Ça reprend des choses existantes avec peut-être plus de garde-fous, c'est peut-être plus clean. Mais ne perdez pas votre temps sur un nouveau réseau social si vous n'en ressentez pas le besoin. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Ah, enfin, je vais vraiment conclure avec ça parce que ça me paraît important de le rajouter. Si vous allez sur Threads, que vous vous abonnez à des comptes que vous suivez, interagissez. C'est la clé, en fait, au niveau de l'algorithme. C'est l'interaction avec les comptes qui fait que ça fonctionne, que vous allez avoir des choses intéressantes à échanger. Si vous restez dans un mode voyeur, vous allez vite vous ennuyer. Et vous n'aurez pas grand monde qui va interagir avec vos propres posts. Donc l'interaction, c'est important. Je vois par exemple que moi, j'ai un compte qui a déjà plus 1300 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui est beaucoup en très peu de temps. Et bon, je vois bien aussi que l'interaction, ça va pas très loin parce que les gens sont plus en mode observation. Et j'ai déjà le sentiment que c'est toujours les mêmes personnes qui vont interagir. Ce qui est plutôt normal, c'est même déjà le cas ici sur YouTube. Mais voilà, si vous avez envie de vous mettre à ce réseau social, interagissez. C'est ce qu'il y a de mieux et le plus profitable et le plus fun. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter quelques produits festifs de chez Lidl dans cette période. Et j'ai failli passer à côté de ceci. Oui, ça là. Ce sont des petits chocolats fourrés avec de la pâte d'amande au rhum. Forcément, ça doit être bon. Forcément. Mais quand je vous dis que j'ai failli passer à côté, c'est que la majorité des produits dans cette gamme appelée Favorina, la marque des produits festifs de chez Lidl, j'ai l'impression, il y a un logo vegan sur tous les produits vegan. Ben pas là. Et alors, je vous avouerai que je ne comprends pas bien pourquoi, parce que la composition, il n'y a rien de pas vegan, quoi. Rien. Je l'ai relu plusieurs fois, Laura aussi, il n'y a pas de doute. On est sur un truc vegan friendly. Donc pourquoi pas de logo? Peut-être parce qu'un logo ça se paye et qu'ils en ont marre de payer. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est temps de passer à la dégustation. Alors, voilà. Un seul, pour commencer. Alors ça se présente comme ça. Petit chocolat enrobé de son petit papier festif brillant. Oui, enfin, vous connaissez les codes. Hein. C'est vrai que ça fait du suremballage. Mais c'est plus hygiénique, hein, si vous mettez ça dans une coupelle pour que les gens piochent. Je peux comprendre, c'est un peu l'idée de ce genre de petit chocolat bonbon. Oh, bah, il y a une bonne tête. Hein. Le chocolat est bien brillant, bien noir. Pas des traces blanches un peu bizarres. Et maintenant, mordons. Bah ça passe bien. Alors, je suis agréablement surpris, hein, parce que je vous avouerai que les chocolats pas chers, généralement, c'est pas très bon. Voilà, c'est même presque une frayeur de taper dans une boîte de chocolat quand on sait que c'est des trucs cheap. Ça peut être vraiment très peu qualitatif, blindé de sucre, un peu gras, un peu écœurant. Ouais. Et là, pas du tout. On a un bon équilibre entre le chocolat noir et la pâte d'amande qui, bien sûr, est sucrée, hein, comme il se doit, mais pas non plus à l'excès. Et comme le chocolat noir est bien intense, ça s'équilibre bien. La note de rhum, alors on la ressent, mais on a quand même plutôt une impression bien cyanurée, comme j'adore, grâce à la pâte d'amande. Donc ça fait plaisir. Et c'est en arrière-plan qu'on a enfin une touche, un voile, oserais-je dire, de rhum.
c'est pas du tout alcoolisé en bouche, hein, c'est juste un parfum qu'on connaît, qu'on apprécie dans la pâtisserie. Bah voilà, c'est très pâtissier en bouche. Donc, bah, je suis plutôt agréablement surpris. Bon, après, entre nous, je sais pas si ça se fait encore d'offrir des petits chocolats comme ça, ou de mettre des chocolats dans une coupelle pour les fêtes qu'on mettrait sur la table basse au moment de la fin de soirée. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas besoin de raison pour manger ce genre de truc. J'aime bien. C'est plutôt sympa à manger. Je me vois pas en manger plus de 2-3 d'affilée. Je pense que ce serait écœurant à la force quand même. Mais juste un là. Je me dis, ah, j'ai envie d'un second. Mais après, le troisième, c'est peut-être pas raisonnable. Enfin, pas tout de suite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu de mesure, quoi. Bref, encore un produit Lidl que je peux valider sans rougir. Ah, et si vous avez déjà goûté ce produit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon. Objectivement, à force, vous le savez, je suis assez friand de séries coréennes. Merci Netflix de m'avoir fait découvrir le genre. Et je suis toujours curieux d'aller dans des voies ou des sujets que je connais pas forcément, parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les Coréens ont une certaine sensibilité, une certaine manière de traiter différentes thématiques en les mélangeant de manière surprenante. Enfin, surprenante pour un regard occidental, et même de culture française comme moi. C'est un peu déroutant, mais c'est un charme particulier. Et bah, je me régale à chaque fois. Voilà. Très honnêtement, j'en ai regardé des séries coréennes, mais pour l'instant, il n'y en a pas une seule où je me suis dit « c'est nul, pourquoi je regarde ça ?» Et pourtant, il y avait des thématiques, ouais, pas forcément de mon goût à la base. Et alors là, je ne sais plus qui m'a recommandé de regarder cette série. C'est peut-être quelqu'un parmi vous. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si c'est le cas. Ma mémoire me fait défaut. Mais j'ai donné sa chance à une série intitulée Extraordinary Attorney Woo. Oui, alors oui, ils ont traduit le titre coréen en anglais et ils se sont pas cassé la tête à le faire en français. Donc, comme le nom l'indique en anglais, il s'agit d'une série juridique, puisque l'héroïne est avocate. Alors la particularité, c'est que cette jeune femme est autiste et qu'elle est dans un monde justement d'un cabinet juridique de renommée en Corée, et qu'elle n'est pas forcément vue à sa juste valeur par certains, et que ça va créer une histoire. Je vais rien vous raconter. Alors c'est pas du tout une série à suspense. On est avec ses codes d'humour, de sensibilité, de drama, de romance, mais voilà, sur un fond un peu judiciaire, avec des cas. Chaque épisode traite un cas que notre jeune avocate va devoir traiter à sa manière face à un tribunal. Sur le concept, j'avoue, c'est pas super sexy. Se dire, voilà, on va regarder une série qui parle d'une avocate qui traite des affaires face à un tribunal. Mais il y a tout le déroulé, il y a tout ce qui va autour, et tout ce que ça implique, c'est presque qu'un prétexte. Voilà, sur les relations humaines et sur l'acceptation de la différence. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Après, je ne suis pas du tout expert dans le spectre autistique. Pas du tout. Je connais des personnes concernées, mais je ne saurais dire si ce qui est présenté à l'écran est réaliste ou carrément exagéré. Je ne pourrais pas vous dire. Franchement, de mon regard, ça passe, mais c'est peut-être parfois un peu trop, ou peut-être minimisé. Je sais pas, c'est tellement complexe à appréhender que je ne me prononcerai pas. Par contre, voilà, si pareil, vous êtes concerné et que vous avez vu la série, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion sur le traitement de l'autisme dans cette série. Parce que j'ai l'impression que c'est fait avec une certaine délicatesse, mais parfois j'ai l'impression, encore une fois de mon regard, que c'est caricatural.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, les 16 épisodes, qui sont toujours à la coréenne, hein, 1h, 1h10 par épisode, je les ai dévorés quotidiennement, religieusement, parce que j'étais vraiment accroché par la série et par les personnages, et bah voilà. J'ai fini, donc je vais pouvoir attaquer une autre série coréenne ou pas. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un plat simple, roboratif et gourmand. Incroyable! Oui, c'est un petit peu mon quotidien. Maintenant, j'aime bien varier. Et j'aime surtout faire des choses qui sont faciles à reproduire chez vous. Donc aujourd'hui, je vais faire une recette de pâtes avec une sauce à base de brocoli. Oui, et pourquoi pas? Et voilà, les amis, 15 minutes de boulot au total. Voilà. Est-ce que ça en vaut la peine? En tout cas, cette texture de crème de brocoli, c'est appétissant. Alors on est presque sur une sorte de mac and cheese, hein, mais pas tout à fait. Il y a un peu plus de légumes. Faut avouer, hein, le brocoli, ça procure une douceur. C'est pas du tout un légume qui a une force entêtante. Elle est tout en subtilité. Et c'est vrai que autant brut, on ressent beaucoup de goût, que mélangé à autre chose, ça vient compléter un ensemble plus complexe d'arômes. Et là, j'ai le goût du brocoli, mais qui est en arrière-plan, qui est plutôt dans cette douceur et qui donne une très très belle texture. C'était l'idée de vous proposer un plat de pâtes gourmand, mais quand même avec un peu plus de légumes dedans. Voilà, hein, pas juste du gras et du gras, ça change. Je plaisante, je cuisine équilibré malgré tout, hein. Mais parfois on n'y pense pas à intégrer des légumes comme une sauce. Pourtant, ça remplit très bien son office. Bon, bah voilà, j'en ai fini pour ce journal. Eh oui. En tout cas, même si moi et Laura, on fête rien de particulier, j'espère que si vous fêtez Noël, vous allez passer un excellent moment et que vous n'allez pas subir ce que certains relatent trop régulièrement, à savoir les pressions familiales, les oublis d'options végétales à table, les discussions de comptoir autour du véganisme qui sont sans queue ni tête, enfin, vous connaissez. Et j'espère que vous n'allez pas le subir de tout cœur. Et puis, comme je vous le disais, on se retrouve dès la première semaine de janvier, sans faute. En attendant, portez-vous bien et à très vite. Tchuss!